Bien, bonsoir à tous. Donc, nous sommes à la troisième conférence, la trois quarts du chemin. Donc, merci d'être venu malgré ces tragiques événements. Merci à Janice Sarah aussi. Donc, on va procéder comme les semaines précédentes. Vous avez la parole. Alors, merci. Et je voudrais remercier le Collège de France et aussi professeur Supio encore pour l'invitation d'être ici. Et je tiens à souligner les événements terribles survenus ici à Paris depuis que ma conférence la semaine dernière. Mes pensées sont avec les familles des personnes qui sont tuées et c'est un moment très difficile ici à Paris. Alors, aujourd'hui, je parle de la protection des parties prenantes vulnérables à la question de l'équité dans les marchés financiers mondiaux. Alors, les dommages provoqués par la crise financière de 2008 à 2010 ont été sans précédent. L'image ici, c'est des personnes qui, à l'extérieur d'une banque en Angleterre, incapables d'accéder à leurs économies. Ils ont affecté des millions de personnes qui ont vu leurs économies et investissements réduits à néant et ont également perdu leur maison et leur travail. 5 ans plus tard, dans de nombreuses régions du monde, les populations vivent toujours dans un contexte économique très incertain, qualifié par la philosophe Judith Butler de grave précarité. Aujourd'hui, ma conférence se concentrera sur la question pressante qui est de savoir comment mieux protéger les parties prenantes les plus vulnérables sur les marchés financiers. Cet après-midi, j'aborderai 2 aspects importants. L'équité vis-à-vis des conseils financiers et l'équité de l'accès au crédit. Il est non seulement important, mais également important d'étudier les problèmes sous l'angle de l'équité. La nature et la gravité des pertes au moment culminant de la crise, encore aujourd'hui, illustrent comment même les personnes les plus prudentes, vivant modestement et s'efforçant d'épargner pour assurer leur future sécurité financière, se retrouvent à présent dans une situation de vulnérabilité permanente face aux décisions de grandes institutions financières. La crise financière a révélé les défaillances des marchés financiers au niveau de leur fonctionnement, transparence et responsabilité. Que ce soit dans la réglementation comme dans la pratique, il est fondamental de faire preuve d'équité vis-à-vis des plus vulnérables. Une augmentation du nombre de personnes prenant une part active aux investissements sur le marché financier, celles-ci se sont trouvées face à une offre de produits et de services financiers de plus en plus complexe. Dans les pays développés, la plupart des gens tiennent maintenant des intérêts sur les marchés financiers, qu'il ait décidé de le faire en toute conscience ou non. Par exemple, en Amérique du Nord, avec le démantèlement des régimes de retraite subventionnés par l'employeur, les gens ont dû prendre des décisions pour investir leur épargne retraite. Au sein des États de l'Union européenne et d'autres pays, la pénurie d'emplois à long terme signifie que dans certaines régions, les fonds de retraite subventionnés par l'État ne constituent plus une garantie économique pour les gens, ce qui se tournent maintenant vers les marchés en quête de sécurité financière. Cependant, un grand nombre de ces investisseurs ne disposent pas des informations, des compétences
et du temps nécessaire pour prendre des décisions éclairées. À l'origine, les marchés ont été conçus pour les personnes pouvant se permettre de perdre leurs investissements et non pour les gens cherchant à faire des placements sûrs pour l'avenir. Un grand nombre d'investisseurs n'étaient donc pas conscients des risques liés à un emprunt à des fins de placement ou à un investissement dans le produit pour lequel ils pourraient être appelés à répondre à des besoins de liquidité. Autrement dit, ils ne comprennent pas qu'ils pourraient être amenés à apporter plus d'argent en cas de manque de liquidité. Il y avait un manque de transparence quant au fait que les honoraires perçus par les conseillers avaient un effet incitatif pervers. Ce problème était en outre accentué par le fait que les agences de notation de crédit étaient elles aussi payées par le concepteur de produits financiers. Les produits financiers structurés s'achètent et se vendaient rapidement, aboutissant ainsi à une distinction de conseillers et de promoteurs de produits par rapport aux acheteurs, et ceci au détriment des intérêts des petits investisseurs. Lors de la crise des prêts hypothécaires à risque, subprime en anglais, aux États-Unis, des millions de gens ont ainsi perdu non seulement leur maison, mais aussi les économies investies. En effet, ces acheteurs croyaient à tort qu'ils pouvaient faire confiance aux banques pour faire preuve de la vigilance nécessaire avant de décider d'octroyer un prêt. Ce faisant, les marchés financiers ont créé un contexte encourageant les comportements peu soucieux d'autrui et préparé le terrain pour une grande injustice. Cependant, à l'heure actuelle sur les marchés financiers, la notion de l'équité est généralement interprétée comme une chance égale de participer au marché dans des conditions de concurrence équitable, grâce à la divulgation des informations et à la limitation des conflits d'intérêts. Même si le but explicite de la réglementation des marchés financiers n'est pas de distribuer la richesse, les règles et pratiques observées par ces marchés ont eu des conséquences directes et indirectes sur cette distribution, à savoir creuser les écarts de revenus. L'instauration d'une norme d'équité plus exigeante sur les marchés financiers permettrait d'apporter un début de solution à ces problèmes. Alors, il est difficile de traduire avec exactitude le terme en anglais « fairness » en français. En effet, ce terme englobe à la fois les notions de l'équité et de justice. Fondamentalement, il fait référence à la capacité de se mettre à la place d'autrui et de modifier son comportement et décisions de sorte à prendre en compte le point de vue des autres pour aboutir à un état d'ordonnance plus équitable. La notion de fairness est à la fois simple et complexe. Simple dans la mesure où, la plupart du temps, nous savons de façon intuitive si une situation est juste ou injuste. Mais complexe dans la mesure où cette notion dépend largement du contexte dans lequel nous nous trouvons, ainsi que notre sexe, classe sociale, statut économique, pays et expérience de vie. Les façons dont nous réagissons à des situations justes ou injustes comportent à la fois un aspect physiologique et un aspect social. L'aspect physiologique lié à la notion d'équité trouve son origine dans le cerveau. La recherche en neurosciences cognitives laisse penser que chez l'individu, la définition de l'équité résulte d'une interaction complexe entre les substances chimiques du cerveau,
tels que l'ocytocine, générant des réactions instinctives à la justice ou l'injustice. Autrement dit, il s'agirait d'une compréhension innée. Alors, cette image, ces trois parties du cerveau registrent les notions de l'équité et en particulier l'amygdala. De point de vue physique, nous ne sommes pas exclusivement centrés sur nous-mêmes. C'est bon, hein? Et notre cerveau réagit positivement à un traitement juste ou équitable en activant un système de récompense. De même, nous réagissons négativement à des situations inéquitables ou injustes. Les travaux empiriques menés par Fair et Schmidt, par exemple, révèlent que les individus sont prêts à renoncer à certains avantages matériels pour rendre les choses plus justes et équitables. Cette définition élémentaire de l'équité subit par ailleurs des influences sociales. Alors, on a le fait physiquement, et puis ça s'est changé par les conditions sociales. La plus grande est la distance entre les décideurs et les personnes victimes d'injustice. Moins le cerveau est sensible aux préjudices causés à autrui, notamment parce que l'environnement social a le pouvoir d'altérer les substances neurochimiques et donc de modifier les systèmes de récompense. Cette découverte pourrait permettre d'expliquer pourquoi les intermédiaires financiers et négociants de produits dérivés, lorsqu'ils ont mis en œuvre leur stratégie à haut risque, ont choisi d'ignorer le préjudice causé à la sécurité financière de centaines de milliards de personnes, bien loin de leur réalité quotidienne. Dans ce contexte de comportement égoïste, les neurosciences cognitives apportent néanmoins un élément positif. En effet, les travaux empiriques de Peter Reiner, Ferre Schmidt et Lawrence Ward ont montré qu'il était possible pour un petit nombre d'acteurs ayant le sens de l'équité d'obliger une grande majorité d'intervenants motivés par l'égoïsme à coopérer pleinement en faveur du bien public. Il est donc nécessaire qu'un nombre critique d'entre nous plaide en faveur d'une modification de la structure des marchés dans un souci de justice et d'équité, fasse pression sur les autorités réglementaires pour qu'elles commencent à instiller le sens de l'équité au sein des marchés financiers, notamment pour protéger les plus vulnérables. Les définitions de l'équité fondant sur la prise en considération du point de vue autrui trouvent leurs racines dans un domaine distinct. Selon Aristote, le sens de l'équité est une caractéristique humaine essentielle, nécessaire au bon épanouissement des êtres humains dans le cadre des pratiques sociales fondamentales. En effet, la prise en compte du point de vue d'autrui joue un rôle important dans la manière dont nous, en tant qu'individus, interprétons l'équité dans un contexte donné, élaborant des lois et fondant les institutions qui gouvernent nos interactions au sein de la société. Emmanuel Kant avance l'idée que les actions de chaque individu devraient être envisagées comme si elles avaient vocation à devenir des lois universelles. Ainsi, au moment de définir quelles sont les règles ou normes particulières qui devraient gouverner nos activités sur les marchés financiers, il nous faut décider si nous souhaiterons voir ces règles ou normes appliquées à chacun, et notamment à nous-mêmes.
Selon John Rawls, observer des processus équitables pourrait aboutir à une meilleure répartition des ressources, de sorte que les membres les moins privilégiés de la société seraient ceux qui en profiteraient le plus. Si les individus avaient à décider de la répartition des biens sans savoir dans quelle mesure ils en seraient les bénéficiaires, ils veilleraient à ce qu'une telle distribution soit équitable pour tous. En effet, les marchés sont des construits sociaux. Les normes et règles qu'ils suivent sont les résultats d'un échange complexe entre les acteurs les plus puissants du marché et les autorités de réglementation. Les décideurs qui réglementent les marchés financiers n'entendent pas parler de la multitude de personnes victimes des chutes boursières et qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour peser dans la balance et sont affaiblis par les pertes financières. Même en supposant que les autorités financières essaient de se mettre à la place d'autrui, elles ne sont pas forcément capables de saisir pleinement l'équité ou l'iniquité de certains choix politiques. Il ne suffit pas de tenter de nous mettre à la place des autres parties prenantes. Nous devons élargir le débat en impliquant un plus grand nombre de personnes dans les discussions relatives aux politiques publiques. Amartya Sen explique que la notion d'équité exige de donner à tous les citoyens la même capacité de remédier aux injustices, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans le domaine des politiques publiques en général. Cela contribuerait probablement à influencer les décisions concernant les politiques publiques dans le sens d'une plus grande équité sur les marchés financiers. La récente vague de réformes au niveau international s'explique par le fait que les autorités de réglementation ont finalement compris qu'elles avaient échoué à exercer une surveillance appropriée. Mais à cette date, le changement demeure insuffisant. Alors, avec la prolifération des produits financiers, les gens se voient dans l'obligation de s'en remettre à un conseiller financier pour s'orienter dans le monde complexe de l'épargne et des investissements. Les taux d'intérêt rapportés par les comptes d'épargne traditionnels sont faibles ou inexistants et les gens n'ont d'autre choix que d'investir dans d'autres produits. Les mêmes banques qui proposent des faibles taux d'intérêt sur le compte d'épargne promouvent par ailleurs toute une série d'autres produits comportant des risques pour le client, tandis que l'institution financière récolte d'importantes commissions sur la vente de ces produits. Cela explique l'essor du marché des conseils financiers. À titre illustratif, un organisme a rapporté compter à lui seul 150 000 conseillers financiers parmi ses membres. L'une des fausses idées les plus répandues sur le petit investisseur est que la personne qui leur fournit des conseils ou informations financières agit au mieux de leurs intérêts. Mais au Canada et dans un certain nombre d'autres pays, la seule obligation de conseiller financier est de connaître leurs clients. Ils doivent respecter une règle d'adéquation aux clients, ce qui est très différent d'une obligation fiduciaire, exigeant de conseillers financiers qu'il agisse au mieux des intérêts de sa clientèle. Les réformes instaurées par le Canada après la crise se sont focalisées sur l'amélioration de la qualité des informations
fournis aux petits investisseurs par les conseillers financiers, et notamment sur la divulgation des conflits d'intérêts et les mesures nécessaires pour déterminer l'adéquation d'un produit par rapport à la connaissance et au profit du risque du client. Cependant, si le conseiller ou le courtier accepte un ordre d'investisseur sans lui faire aucune recommandation, cette norme d'adéquation n'est pas applicable. Lorsqu'un conseiller recommande des produits financiers qui lui rapporteront une commission plus importante plutôt que d'autres produits mieux adaptés aux intérêts de l'investisseur, les règles de divulgation de conflits d'intérêts sont floues. Tous les conseillers financiers devraient être tenus, en vertu d'une obligation fiduciaire, d'agir au mieux des intérêts de leurs clients. Aujourd'hui, tous les avocats, enseignants et médecins sont soumis à une obligation fiduciaire. On pourrait penser qu'un conseiller ayant le pouvoir de compromettre la sécurité financière d'un petit investisseur devrait faire l'objet de mêmes exigences. La recommandation faite par le Comité des marchés financiers de l'OCDE stipule que l'ensemble de la clientèle financière doit être traitée de façon équitable, honnête et juste à tous les niveaux de sa relation avec les prestataires de services financiers. Et en particulier, les conseillers financiers devraient avoir l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients. Cette recommandation a été adoptée dans la nouvelle directive concernant les marchés d'instruments financiers de UE. L'objectif de la directive est de favoriser une plus grande harmonisation entre États membres pour améliorer la transparence et mieux protéger les investisseurs. La directive stipule que les États membres exigeront lorsqu'elles fournissent des services d'investissement, leurs sociétés agissent de façon honnête, équitable et professionnelle, conformément à l'intérêt de leurs clients. La société d'investissement doit bien comprendre les instruments financiers qu'elle propose ou conseille à son client, évaluer la mesure dans laquelle ils sont compatibles avec les besoins de celui-ci. Les conseillers financiers doivent communiquer de manière compréhensible à leurs clients tous les coûts à la charge de l'acquéreur de produits ou services d'investissement. Les informations sur les instruments financiers doivent comporter les avertissements sur le risque associé. Ça, c'est des changements importants. La directive marque une évolution très importante, notamment en ce qui concerne la norme relative à l'intérêt du client. Cependant, il existe des catégories d'intervenants financiers faisant exception à la règle, telles que les personnes qui fournissent des services d'investissement uniquement à titre occasionnel, dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, il reste à savoir si ces exceptions ne permettront pas à certains à échapper à leurs responsabilités. Qui plus est, la directive manque de clarté quant à la distinction entre information financière et conseil financier. La norme applicable aux services financiers est d'agir au mieux des intérêts du client, mais il semble ne concerner que le conseil financier. Les lignes directrices ébauchées dans le cadre de cette directive font la distinction entre l'information et conseil. Alors, cependant, le petit investisseur moyen assimile souvent les informations fournies par son conseiller à des conseils et peut s'imaginer que celui-ci agit au mieux de ses intérêts, alors que tel n'est pas le cas.
Alors, une grande différence entre les obligations fiduciaires de services financiers et les informations où le professionnel n'a pas l'obligation de donner le conseil au meilleur intérêt des investisseurs. Cette directive apporte cependant une évolution importante. Il exige que chaque fois qu'une société offre un conseil indépendant, recommande un produit à un client, celle-ci déclare tous honoraires ou autres avantages pécuniaires versés par le concepteur ou fournisseur de ce produit. Cela devrait limiter la tentation des sociétés de négliger les intérêts de leur clientèle en faveur de leurs propres gains financiers. Néanmoins, la directive stipule que les avantages non pécuniaires mineurs devraient être autorisés à condition qu'elles soient clairement divulguées et n'affectent pas la capacité de la société d'investissement à agir au mieux des intérêts de ses clients. Cette exception risque de créer des lacunes inutiles dans les normes de diligence. Un autre aspect positif de la directive est qu'elle stipule que les sociétés d'investissement ne devraient pas évaluer les performances et rémunérer leur propre personnel d'une manière qui interfère avec leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leur clientèle. Par exemple, en rémunérant leurs employés de telle sorte qu'ils soient tentés de recommander un produit financier particulier plutôt qu'un autre, qui serait mieux adapté aux besoins du client. L'autorité européenne des marchés doit clairement faire la distinction entre information et conseil, définir quelles sont les déclarations devant accompagner ces informations et les niveaux de compétences exigés de la part des personnes fournissant les informations ou conseils en question. Le document de consultation de l'autorité déclare, en raison de leur manque de structure appropriée, ces lignes directrices laissent la porte ouverte à des situations de leurre dans lesquelles un client peut s'imaginer recevoir des conseils émanant d'un professionnel garante du niveau d'éthique et de diligence fiduciaire, alors qu'en réalité, il s'agit des informations fournies par un individu moins qualifié, dont la seule obligation est d'observer une norme d'adéquation. L'équité voudrait que dans toutes les interactions avec la clientèle, la norme soit le meilleur intérêt du client. En France, les conseils des investissements financiers étaient fournis par nombre de professionnels, pourtant de normes différentes, conseillers en gestion de patrimoine, conseillers financiers, experts financiers. Un problème similaire se pose aux États-Unis avec les titres différents et aussi les obligations différentes. En France, le rôle de conseiller en investissement financier, CIF pour court, est maintenant régi par le Code monétaire et financier et le Règlement général de l'autorité des marchés financiers. En ce qui concerne les CIF et les sociétés offrant des services d'investissement, la norme veut qu'ils remplissent leur devoir de loyauté, soutien et transparence vis-à-vis de leurs clients, ainsi que leur obligation de mettre en œuvre les compétences, le soin et les diligences nécessaires pour servir au mieux les intérêts de ces derniers. Avant d'offrir des conseils quelconques, le conseiller doit obtenir de ses clients ou prospects des informations sur leurs connaissances et expériences en matière des investissements, ainsi que leurs objectifs. Si les clients ou prospects ne fournissent pas les informations requises, le conseiller doit abstenir de leur faire des recommandations. Les CIF doivent également informer leurs clients de la nature légale et de l'entendu des relations qu'ils entretiennent
entretiennent avec les institutions promouvant les produits financiers et leur fournir toutes les informations relatives à leurs conditions de rémunération et en particulier le prix de leurs services. Toutes les informations envoyées par un CIF, notamment promotionnel, doivent être exactes, claires et non trompeuses. Lorsqu'un CIF perçoit de la part d'un tiers des honoraires, commissions ou avantages non pécuniaires en rapport avec les conseils prodigués à son client, il doit en informer ce dernier et les bénéfices retirés ne doivent pas aller à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de son client. Ici, en revanche, la norme française est moins exigeante que la directive qui veut que la plupart de ces avantages pécuniaires soient transférés aux clients afin d'éviter les conflits d'intérêts. Il se peut que la France doive ajuster son niveau d'exigence pour se conformer à la directive. Dans le cadre de la législation française, le conseil en investissement consiste à fournir des recommandations personnalisées sur une ou plusieurs transactions sur instruments financiers et couvrant un très vaste éventail de produits et services. Chaque CIF doit être enregistré et posséder les compétences professionnelles requises, jouer une bonne réputation. L'autorité des marchés financiers peut soumettre les CIF à un audit et, le cas échéant, prendre des sanctions à leur garde en cas d'infraction aux règles et obligations, notamment sous forme de réprimande ou interdiction temporaire ou permanente de fournir des services ou des amendes élevant jusqu'à 100 millions d'euros ou 10 fois le montant de tout profit susceptible d'avoir été réalisé. En résumé, les exigences en matière de conseils financiers sont en cours de forte amélioration sur le plan mondial, mais les investisseurs restent toujours vulnérables par rapport aux informations commerciales qui leur sont fournies sur le produit en raison des différentes normes et obligations applicables. En toute équité, une seule norme devrait être applicable à la relation entre conseillers financiers et investisseurs, à savoir le meilleur intérêt du client. De plus, une fois que l'ensemble des intérêts financiers en jeu auront été divulgués, les petits investisseurs continueront à avoir accès à des produits et services qui ne leur conviennent absolument pas. Dans un souci d'équité, il faut envisager interdire la vente de certains types de produits aux petits investisseurs. Bien qu'une telle idée aille à l'encontre du principe d'égalité d'accès aux investissements, elle n'est pas différente de l'interdiction d'octroyer certains types de prêts aux petits investisseurs. À l'avenir, il pourrait permettre d'éviter de nombreux préjudices à la sécurité financière à ces derniers. Les institutions qui conçoivent les instruments financiers devraient avoir l'obligation d'en créer au moins quelqu'un à l'intention du type des investisseurs aujourd'hui impliqués dans le marché et répondre ainsi aux besoins en produits plus sûrs à faible risque. Alors, tournons maintenant à l'équité du coût de crédit pour le consommateur. Pour les consommateurs, il est important d'avoir accès au crédit, car cela leur permet de surmonter les périodes économiques difficiles, de couvrir certainement dans les États-Unis des dépenses médicales imprévues ou d'autres frais et d'obtenir un financement pour acquérir une résidence ou d'autres biens de consommation importants. De même, l'accès au crédit est important pour les micro et petites entreprises afin de favoriser la croissance économique, notamment au moment où de nombreux gouvernements estiment que le marché à suivre dans un contexte économique difficile est de développer ces petites et micro-entreprises.
Les problèmes des petites entreprises sont liés à l'équité de l'accès au crédit et à la consommation. En effet, de nombreuses start-up enterprises en difficulté économique sont financées par des individus utilisant leur carte de crédit personnelle ou des petites sécurisées et garanties sur leurs biens personnels. À l'heure actuelle, l'accès aux services basiques de banque et de crédit est profondément inéquitable. Aux États-Unis, un Américain sur 5 n'a pas accès aux services bancaires basiques. Et les banques n'ont pas l'obligation de proposer des prestations abordables. Dans le monde, plus de 2,5 milliards de personnes ne possèdent pas de compte bancaire, n'ont pas accès au crédit, carte de crédit ou autre type de services bancaires basiques. L'accès à des services bancaires basiques comportant une protection du consommateur devrait être partout disponible. En raison de l'absence d'un accès équitable à ces services basiques, on assiste à une prolifération des prêts à des conditions abusives dans le monde. Par exemple, les prêts sur salary, en anglais c'est payday loans, aussi appelés avance sur salaire ou au pays bas, crédit éclair, sont des petits prêts à court terme non sécurisés, exigibles le jour où l'emprunteur reçoit sa paie. Leurs taux d'intérêt sont si élevés que les gens sont entraînés dans un engrenage d'emprunt continuel, garanti par leur prochain chèque de paie, et ne libèrent jamais de leurs dettes. Ainsi, un prêt de $300 canadiens, par exemple, sur 14 jours, à 23% d'intérêt, représente un intérêt annuel de 600%. Et comme le prêt est renouvelé jusqu'au prochain chèque de paie, la dette grossit rapidement. Dans de nombreux pays, l'absence de réglementation appropriée a entraîné des taux d'intérêt exorbitants, allant de 460% à 100% en Angleterre annuel et faisant que l'emprunteur se retrouve piégé dans un engrenage d'endettement croissant. En dépit des tentatives des pays pour réglementer ces pratiques abusives, les prêts sur le salaire sont à présent proposés en ligne depuis ces dernières années sur l'Internet. Les consommateurs peuvent avoir accès à un crédit n'importe où dans le monde, ce qui permet aux usuriers, thank you, de se soustraire aux autorités de réglementation. Selon le Financial Conduct Authority en Angleterre, en 2014, 80% des prêts sur salaire ont eu lieu en ligne. En 2014, une étude canadienne a constaté de nombreux problèmes liés aux prêts sur salaire en ligne. Les emprunteurs fournissent leurs coordonnées bancaires personnelles afin que les prêteurs aient directement accès à leur compte en banque, prenant ainsi le risque que ce dernier s'empile. Mais les prêteurs ne fournissent pas leurs coordonnées aux emprunteurs pour qu'ils puissent les contacter directement. Alors, il y a maintenant quelques dossiers, cas où leurs comptes sont empilés, mais on ne peut pas contacter le prêteur parce qu'on ne peut pas, c'est sur l'Internet et il n'y a aucune information. Les prêts sur salaire ne sont donc pas comme les autres transactions en ligne, où les consommateurs effectuaient un paiement dans des conditions relativement sûres en utilisant une carte de crédit ou un système comme PayPal, garantissant la protection de son compte bancaire et offrant
des mécanismes de résolution en cas de litige. En 2008, une étude a révélé que la France n'avait pas assisté à la même augmentation des prêts sur salaire en raison de ses taux d'intérêt plafonnés. En effet, les usuriers se sont installés dans des juridictions et ils pouvaient tirer parti de l'absence de plafonnement des taux d'intérêt. Un autre aspect positif de la réglementation des taux d'intérêt est que, globalement, les crédits à risque n'existaient pas en France au moment de la crise financière mondiale et que, par conséquent, les gens ne se sont pas retrouvés confrontés aux mêmes difficultés financières. Mais avec l'apparition des prêts sur salaire en ligne, le plafonnement des taux d'intérêt de crédit en France pourrait ne pas suffire à empêcher ce genre de prêts abusifs à l'avenir. Une rapide recherche sur l'Internet, depuis que je suis ici, révèle que les consommateurs français peuvent maintenant avoir accès à des prêts sur salaire par des annonces disent par exemple « Vous avez de mauvais antécédents de crédit, pas de problème. Vous pouvez obtenir un prêt rapide en 3 minutes, même si vous avez de mauvais antécédents ou si vous n'avez pas droit à un crédit. » La France sera confrontée au même problème de réglementation de ces prêts sur l'Internet. En France, le montant des encours de crédit à la consommation a doublé en 14 ans et a atteint 156 milliards d'euros en 2008. L'autorité de contrôle prudentiel rapporte que les taux d'intérêt sont significativement plus élevés pour les crédits renouvelables, comme les dettes de carte de crédit, que pour les prêts remboursables par versement. Il est plus facile d'avoir accès à ce type de crédit qu'un prêt remboursable par versement. Et les dettes liées au crédit renouvelable concernent 80% des cas de surendettement en France aujourd'hui. Dans de nombreux pays, il y a peu de restrictions concernant les taux d'intérêt que les sociétés de cartes de crédit peuvent prélever. Par conséquent, les taux demeurent extrêmement hauts, ce qui crée une dette à intérêt élevé constamment renouvelée. Un autre également, la prolifération des cartes de crédit à risque, subprime credit cards, dans certaines régions, avait le taux d'intérêt de plus de 30% ou plus chaque mois. Les personnes ont recours à des lignes de crédit hypothécaires, en Canada on appelle ça HELOCs, pour rembourser des dettes à intérêt élevé sans se rendre compte que c'est leur sécurité financière à long terme qu'ils mettent en jeu. Alors, comment faire pour que les consommateurs aient un accès équitable au crédit? Des mesures immédiates sont nécessaires pour protéger les plus vulnérables sur le plan financier. Les prêts sur le salaire devraient être bannis ou du moins plafonnés à des taux d'intérêt annuels beaucoup plus bas, avec interdiction aux prêteurs abusifs d'avoir accès aux comptes des emprunteurs. Les banques devraient avoir l'obligation de collaborer activement à l'identification des prêteurs abusifs sans permis ayant accès aux comptes des emprunteurs et les autorités réglementaires devraient lancer des poursuites pénales contre les prêts non autorisés, les fausses informations et les taux abusifs. Les cartes de crédit à risque devraient être interdites. On devrait exiger des banques qu'elles proposent des crédits abordables aux emprunteurs aux revenus modestes, avec des taux d'intérêt faibles et des périodes de remboursement plus longues, car il existe une importante relation entre l'accès aux services financiers et le bien-être individuel.
Les banques devraient également avoir une obligation fiduciaire vis-à-vis des personnes qu'elles conseillent sur les prêts. Il devrait y avoir des sanctions sévères en cas de non-respect de cette obligation de fiduciaire. Les directeurs des institutions financières devraient être tenus légalement responsables des activités de leurs employés en violation d'agir dans un meilleur intérêt des clients. L'équité exige la création de normes réglementaires et pratiques permettant d'établir un contexte plus juste dans le domaine de la sécurité financière. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est important compte tenu de l'instabilité financière actuelle. Merci. Merci beaucoup, cher Janice. Donc, on va prendre un petit quart d'heure pour un échange. Peut-être pour ouvrir la discussion, je vais revenir sur un point d'exposé qui est central pour toute discussion concernant les juristes, qui est la notion de fairness, la notion de justice, telle que vous l'avez présentée, et notamment cette référence à des travaux de neurosciences s'efforçant de trouver les bases cérébrales de la justice, en quelque sorte. J'avoue, en ce qui me concerne, être très prudent sur cette approche. C'est un thème, d'ailleurs, que j'ai évoqué ce matin dans le cours, c'est-à-dire l'aspiration à rabattre les questions de sciences humaines en général et les questions juridiques en particulier sur le domaine des sciences dures est un trait qui est assez typique de la culture occidentale et qui a déjà pu conduire à certaines impasses. Je vous en donne un exemple. Si vous prenez un ouvrage très connu qui est un classique de la sociologie française, c'est-à-dire la division du travail social d'Émile Durkheim. Alors il faut savoir que Durkheim est non seulement le père de la sociologie française, mais qu'il a aussi une très forte influence sur les juristes, au travers notamment de l'œuvre de Léon Duguy, donc toute la théorie de la solidarité, du service public est sortie de l'œuvre de Durkheim. Et c'est une œuvre importante, monumentale, qu'il ne s'agit pas de discuter. Mais si vous allez voir la préface de la seconde édition de la division du travail social, Durkheim se réfère lui aussi aux travaux biologiques de son temps. Alors, je rappelle pour l'auditoire qui ne s'en souvient pas que la grande thèse de Durkheim consiste à dire dans les sociétés traditionnelles, les solidarités sont de type mécanique, c'est-à-dire de ressemblance. Tout le monde fait un peu la même chose, à part éventuellement un ou deux spécialistes des choses du sacré, mais enfin autrement, tout le monde est substituable et sait à peu près tout faire. Et puis, avec les progrès de la civilisation, on passe à ce qu'il appelle les solidarités organiques, donc c'est l'image du corps là, qui est employée, où chacun se spécialise. Et les problèmes des sociétés modernes, c'est que cet excès de spécialisation fait que c'est de plus en plus difficile de coordonner le tout par rapport aux sociétés traditionnelles. Et il trouve un exemple pour illustrer sa thèse dans les travaux contemporains de quelqu'un qui s'appelait Gustave Le Bon, qui est un médecin et qui appartenait à tout ce pan de la biologie qui a eu beaucoup de succès au XIXe siècle, qu'on pourrait appeler les mesureurs de crâne. C'est-à-dire, il y a eu tout un développement de biologie physique qui cherchait à rapporter des caractéristiques sociales à une mesure de la craniométrie. C'est d'ailleurs, on a fait sur cette base, toute la biologie a fait des typologies des races, par exemple, qui étaient fondées là-dessus. Et Durkheim cite donc avec admiration les travaux de Gustave Le Bon, qui avance ceci. Il dit, dans mes observations, j'ai prouvé de façon mathématique, disait-il, qu'avec les progrès de la civilisation, la taille des crânes féminins rétrécit.
dans les sociétés traditionnelles, les hommes et les femmes ont les mêmes volumes de craniométriques. Et puis, plus le progrès arrive, plus les femmes perdent du volume crânien, je veux dire. Et donc, elles se spécialisent, c'est lié au fait qu'elles se spécialisent dans des fonctions qui sont des fonctions plus affectives, de soins de la maison. Et Durkheim dit, voilà, j'ai la preuve biologique de ma thèse qu'avec aujourd'hui le crâne de la... Il cite le volume du crâne de la Parisienne en 1880. Je n'ai pas mémorisé le nombre de centimètres cubes, mais il dit c'est la preuve qu'avec les progrès de la civilisation, nous avons effectivement maintenant une spécialisation du travail des sexes qui est ancrée dans des transformations biologiques. Alors, si vous voulez, ça incite à une certaine prudence vis-à-vis de ce qui peuvent être les apports indiscutables. Je ne veux pas dire que les travaux qui peuvent être faits, nous avons des grands noms dans cette maison. Il y a M. Philippe Dehaene qui travaille beaucoup sur l'éducation et les rapports avec l'étude cérébrale. Mais du point de vue des sciences humaines, on est enclin à une certaine prudence lorsqu'on nous suggère qu'il y aurait un lien immédiat entre des fonctionnements neuronaux et une certaine représentation, par exemple, de la justice, ou bien, j'ai cité, je crois, ce matin dans le cours, j'ai entendu des chercheurs me dire nous avons identifié les bases neuronales du religieux. Il y aurait à cela une raison simple et qui est d'ordre scientifique, c'est comment expliquer alors que des causes constantes produisent des effets infiniment variés, ce qui, du point de vue du déterminisme scientifique, est une situation difficilement compréhensible. Donc, on peut penser que la détermination qui peut certes exister à la justice s'observe difficilement dans les examens craniométriques. D'un autre côté, pour aller dans le sens d'un ancrage anthropologique puissant des questions de justice, je pensais en vous écoutant aux travaux d'un autre médecin du début du XIXe siècle qui ont été mis en scène par le cinéaste François Truffaut dans un film que je recommande à tout le monde qui s'appelle L'enfant sauvage et qui raconte l'histoire vraie de la découverte au début du XIXe siècle d'un enfant qui n'avait pas eu accès au langage, qui avait survécu grâce aux soins des animaux. Et cet enfant, le médecin essaie de l'amener à l'humanité. Enfin, c'est un adolescent. Le film est très beau, je le recommande. Et les premières manifestations de cette humanité, c'est le sentiment d'injustice. Parce qu'il lui demande de faire des choses. S'il les fait bien, il lui donne une récompense. S'il les fait mal, il le punit. Et puis une fois, il fait l'expérience. Il lui demande de faire quelque chose. Il le fait bien et il le punit. Donc, il se comporte de façon injuste. Et on voit sur le visage de l'enfant la découverte de l'incompréhension face à l'injustice. Donc, sur la dimension anthropologique profonde du rapport à la justice, je serais prêt à vous suivre. Je crois qu'il faut être prudent sur les causalités cérébrales. Voilà, c'était une première remarque. Mais c'est pour ouvrir la discussion, éventuellement, si vous souhaitez, Janice. Oui. C'est intéressant parce que quand vous avez parlé de la différence entre les sexes, il y a un livre très intéressant d'un philosophe aux États-Unis qui s'appelle Patricia Churchland. Et le livre est Brain Trust. Et son thèse est que, parce que l'oxytocine, c'est assez important dans le cerveau, les femmes ont plus des oxytocines à cause de leur responsabilité familiale. Alors, plus de prendre soin des enfants, il y a plus d'oxytocine dans le cerveau. Mais pour la plupart, les traders dérivés étaient les hommes et il y a moins d'oxytocine. Mais c'est une thèse très intéressante parce que le plus qu'on utilise le cerveau pour faire la justice ou dans la justice, vivre une vie avec l'équité et justice, plus le cerveau produit l'oxytocine.
de moins qu'en faire ça. Alors, c'est un mélange très intéressant entre les éléments physiques et aussi les éléments sociaux. Et synthèse est que c'est pour la plupart physique, mais il y a des autres influences qui, en effet, changent le mélange chimique dans le cerveau. Ce qui est en crise, et de ce point de vue, le droit du travail est une discipline intéressante, c'est la dichotomie psyché-soma. C'est-à-dire, il y aurait l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, et là, la tendance est de rabattre l'un sur l'autre, mais ce n'est pas une façon de sortir en réalité de la dichotomie. Et si vous voulez, les inconvénients pour les jurys, je prends un autre exemple. Avec les meilleures intentions du monde, l'UNESCO a accepté une déclaration sur le génome humain, sur le génome, et ça commence en disant « ça y est, maintenant le génome est la valeur sous-jacente de l'égale dignité des êtres humains ». Mais si demain... Alors déjà, ça pose un problème, parce que les génomes masculins et féminins, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais si demain, on venait à découvrir des modifications de génome dans certaines parties de certaines populations, est-ce qu'il faudrait alors dire qu'il n'y a pas une égale dignité? C'est-à-dire, l'égale dignité des êtres humains procède d'un énoncé dogmatique à un certain donné, donc il n'y a pas à discuter, si je peux dire, c'est affirmé au fronton d'un certain nombre de constitutions, et peu importe votre génome, j'allais dire. Mais je crois que, on ne va pas continuer sur ce thème parce que ça serait interminable, mais du point de vue de la philosophie du droit, cette manière de rechercher toujours la base biologique, elle est présente déjà chez Locke, en réalité, avec sa conception du droit de propriété, dont la justification, c'est qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, donc ceux qui parviennent par la force de leur travail, leurs ressources physiques, à acquérir plus, méritent plus. Donc cette recherche, elle est ancienne historiquement. Ce que je trouve préoccupant, c'est la façon dont elle redevient dans un simple déterminisme, parce qu'autant justement critiquer la distinction esprit-matière, qui je pense dans d'autres cultures n'a pas la même prégnance. Le rapport corps-esprit, ça correspond à des constructions occidentales. Je me souviens avec un ami japonais un jour, je lui demandais: est-ce que tu fais de la culture physique? Il m'a dit: cette question n'a pas de sens pour un japonais, parce que certains types d'exercices sont indissociablement physiques et mentaux. Mais nous sommes dans des catégories de pensée qui nous invitent, qui nous incitent à chercher des points d'imputation. Bon, vous voyez, c'est l'inconvénient quand je suis là, c'est que je parle tout le temps et que personne n'a le temps de poser des questions. Peut-être on peut en prendre quand même une rapide. Oui, monsieur ?